Et avec la multiplication des attentats terroristes en Europe, la question devient de plus en plus pressante. Que faire pour empêcher que de telles tueries se répètent ? J'en ai parlé plus tôt avec Alain Rodier. Il est directeur adjoint au Centre français de recherche sur le renseignement. Monsieur Rodier, les terroristes ont réussi à frapper au cœur de l'Europe, au cœur de la capitale européenne. Qu'est-ce que ça nous dit sur la force du groupe armé État islamique ? Eh bien, ça prouve que cette organisation est une puissance. Il faut bien savoir que les autorités n'aiment pas la nommer comme ça, mais Daesh, c'est un État, c'est l'État islamique, et donc il agit avec toute la puissance d'un État qui contrôle à peu près 8 millions de personnes. Il a une administration, il lui manque qu'un seul ministère, d'ailleurs c'est celui des Affaires étrangères, mais il a une capacité d'action extrêmement importante. Et il a été décidé par ce gouvernement, en réalité, qu'on appelle la Choura, le Conseil consultatif. Il a été décidé donc au printemps dernier de passer à des actions extérieures au noyau syro-irakien qui constitue donc l'État islamique. Parce que, effectivement, sur ce champ de bataille, l'État islamique commençait à connaître des revers. Certainement pas une défaite, mais des revers. Et donc, de façon à desserrer un petit peu l'étau, il a été décidé au printemps de l'année dernière de passer à l'action à l'étranger. Ça s'est traduit par la première tragédie qui a été celle de l'Airbus russe de Sharm el-Sheikh, et ça s'est poursuivi par une suite d'attentats à Beyrouth, Paris et puis maintenant Bruxelles. Mais c'est une affaire extrêmement coordonnée et voulue. Évidemment, la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger contre cette forme de terrorisme ? Est-ce qu'on met les moyens nécessaires ? Le risque zéro avec le terrorisme n'existe pas. J'ai toujours tendance à prendre en exemple l'État d'Israël, qui est un État extrêmement policier, avec les meilleurs services secrets du monde, le Mossad, avec des politiques qui appuient leurs services, pour pas dire qu'ils les couvrent dans toutes les actions qu'ils peuvent mener, dont des opérations d'élimination physique à l'étranger. Eh bien, même cet État qui n'est pas très important en taille et qui est extrêmement contrôlé, eh bien, arrive à laisser passer des terroristes qui mènent des actions régulièrement sur le territoire israélien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on parle de renforcer la sécurité aux frontières, par exemple, en Europe ? Est-ce que c'est la solution ? Est-ce que c'est suffisant ? Oui. Bon, il est vrai que puisque nous ne contrôlons plus les frontières à l'intérieur de l'espace Schengen en particulier, eh bien, il faut envisager un renforcement des contrôles aux frontières extérieures, mais techniquement parlant, cela nécessite des personnels supplémentaires, des matériels supplémentaires, et en particulier des liaisons avec les fichiers qui peuvent permettre d'identifier des personnes qui ont déjà été repérées. Ça nécessite également des contrôles plus accrus, et qui ne sont pas forcément appréciés de l'ensemble des habitants de l'Europe. Donc il va y avoir aussi une action psychologique à mener vis-à-vis des dirigeants et des populations, parce que le premier droit des citoyens, c'est de vivre en sécurité, mais certainement aux dépens de l'abandon d'un petit peu de cette sacro-sainte liberté individuelle. Mais est-ce qu'il faut se concentrer sur ce qui se passe en Belgique ? Parce qu'on sait maintenant, on s'en rend compte jour après jour, que c'est devenu un centre du radicalisme musulman. Bon, la Belgique, il suffit de regarder une carte, géographiquement a toujours été un carrefour pour toutes les activités illégales. Les premières, c'est le crime organisé qui a toujours été réputé passer par la Belgique pour se livrer à un certain nombre d'activités sur tout le territoire européen. Le terrorisme également a trouvé dans la Belgique un refuge, une zone de repos où les activistes pouvaient trouver des conditions de façon adéquate, de façon à se renouveler, à pouvoir préparer leurs affaires. Et là, peut-être ont-ils commis une erreur, parce qu'en frappant la Belgique, eh bien, ils obligent les autorités belges
renforcés par l'aide de leurs collègues européens, à passer à l'action. Et maintenant, donc, à terme, ils vont perdre cette base logistique parce que tout le monde, surtout le monde politique, s'est rendu compte que c'était absolument intolérable. Donc, ils ont peut-être, dans notre malheur, mais ils ont peut-être mal joué vis-à-vis d'eux-mêmes. Et par rapport aux forces policières belges, est-ce qu'il y a eu des failles de ce côté-là, d'après vous? Comment est-ce que toute la police était sur le qui-vive et n'a pas réussi à prévenir ces attentats? Alors, je ne partage pas du tout ce qu'on appelle le belge bashing qui a été très à la mode ces dernières semaines, mais seulement les services belges de police, de renseignement sont à la taille du pays. C'est un petit pays et certainement pas à la taille de la menace représentée par le terrorisme international. Et donc, il faut que les services étrangers coopèrent encore plus étroitement avec les services belges pour leur apporter toute l'aide dont ils ont besoin pour faire face à cette menace. Donc peut-être renforcer le contrôle aux frontières, mais aussi cette rapidité d'échange d'informations. Mais au-delà de ces mesures-là, est-ce qu'il n'y a pas aussi de véritables questions à se poser peut-être sur l'inclusion? Ce sont des jeunes qui se sont fait exploser, ce sont des jeunes Belges qui ont tué d'autres Belges. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi des questions à se poser de ce côté-là, en terminant? Alors, il y a effectivement le problème de la motivation. Qu'est-ce qui motive les activistes des groupes salafistes djihadistes, que ce soit d'Al-Qaïda, canal historique, de Daesh d'ailleurs? Il y a d'abord le noyau de commandement, un noyau extrêmement dur, qui est composé d'hommes qui sont extrêmement versés dans la théologie islamique et qui connaissent très bien les textes sacrés et qui appliquent donc ces textes sacrés. Le salafisme djihadisme, je rappelle, c'est un retour à l'islam des origines, oui, tel qu'ils le voient eux-mêmes, et une condamnation donc, de toutes les évolutions qui ont pu avoir lieu après. Ceux-là sont convaincus. Maintenant, les activistes dont nous parlons, les Occidentaux et en particulier les Européens, beaucoup d'entre eux proviennent de la criminalité organisée ou pas d'ailleurs, et ont basculé dans le salafisme djihadisme, certainement pas pour leur connaissance approfondie du Coran. Mais en réalité, c'est une sorte de révolte qu'ils expriment à travers cette cause. Soyons francs, 30 ans en arrière, ils auraient rejoint les mouvements marxistes-léninistes extrémistes ou anarchistes, parce que ce sont des gens qui se révoltent contre leurs conditions de vie en Europe, et donc ils ont choisi ce moyen pour se révolter. La nouveauté, c'est que malheureusement, ils sont prêts à aller jusqu'au sacrifice suprême, c'est-à-dire que leurs mentors ont réussi à leur laver le cerveau de telle façon qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Et ça, comment on se bat contre ça? Comment est-ce qu'on lutte contre ça? Personnellement, je suis un petit peu pessimiste, je dois dire. Je pense qu'il y a une génération perdue, parce que nous avons une génération qui est donc, à l'heure actuelle, rentrée en révolte contre la génération précédente. Bon, c'est pas une nouveauté, on le connaît à toute époque. Et en réalité, cette génération, elle sera très difficile à récupérer. Quand j'entends parler de déradicalisation, bien sûr qu'il faut essayer, mais personnellement, j'ai quelques doutes sur l'efficacité de ces méthodes. En réalité, le problème sera réglé quand il y aura la génération suivante, c'est-à-dire leurs enfants, rentreront en révolte contre eux à leur tour. Et à ce moment-là, ce problème sera certainement réglé. Mais malheureusement, je suis assez pessimiste avec la génération de djihadistes que nous avons à l'heure actuelle. Bien, alors pas de solution facile. Merci beaucoup, Monsieur Rodier. Je vous en prie.